Rebonjour pour cette deuxième partie de notre balado. On est ici avec Pascale Monnier, qui est chef d'équipe de la vie démocratique à Concertation Montréal, qui est aussi détentrice d'une maîtrise à l'UQAM en études et affaires urbaines. Bonjour Pascale. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans cet épisode. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter votre première partie, tout l'enregistrement que vous avez fait. Puis ça m'a donné plusieurs pistes en fait à aller vous questionner, mais n'hésitez pas aussi à me poser des questions, bien sûr. Moi, il y a peut-être une question. Vous avez parlé de Banksy, vous avez parlé de différentes modes d'expression artistique. Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que vous avez déjà participé ou vécu un projet culturel qui portait un fort message politique que vous aimeriez bien partager à des jeunes? Quelque chose, dites ouf, c'est une forme d'art. Vous avez parlé de films, de littérature, mais là, dans la dernière année, mettons, une création que vous avez vue dans votre arrondissement, vous avez dit ouf, c'est un fort message politique. Moi, je dirais, c'est pas dans mon arrondissement, mais sur la 40, il y a le muraille de M. René Lévesque. Je dirais positif ou négatif, ça dépend de la personne. C'est quand même un message très fort politique de l'avoir dans la ville de Montréal, même avec des fois son background un peu contentieux avec certaines démographiques puis certaines communautés sur l'île de Montréal spécialement qui auront beaucoup de beef, beaucoup de problèmes avec lui. C'est que je trouve que ça, c'est quand même un acte très politique puis très chargé qui était fait en choisissant M. Lévesque pour être sur le muraille. Ça, c'était mon opinion de ça. Je pense toujours, moi. Je dirais la même chose, je suis encore en train d'y réfléchir, mais je peux peut-être un peu tourner ma réponse dans le sens où, en loisir, en tant que tel, j'ai participé au développement d'une placette. Donc, une placette, c'est un peu un endroit où des jeunes doivent avoir du mobilier urbain, donc des tables, des chaises, pas des sofas, mais des hamacs, des mobiliers urbains de parc. Puis on a en fait participé avec plusieurs membres de la communauté au développement de la placette de Marcellin Wilson. Donc un peu le côté plus loisir et moins politique, mais quand même qui démontre que en fait, les politiques, les élus de l'arrondissement ont voulu consulter les jeunes sur une place où les jeunes vont pouvoir se réunir, chiller, excusez-moi l'anglicisme, mais qui vont pouvoir s'amuser puis se reposer aux alentours de 2 écoles secondaires très fréquentées. Puis je dirais que ça a été un excellent projet. En ce moment, on était encore dans la phase d'essai. Puis on a eu l'annonce il y a quelques semaines que cet été, il va y avoir la placette qui va être inaugurée officiellement avec du matériel urbain durable. Donc de voir que les parcs, les espaces publics qui sont en train d'être repensés avec l'apport et la participation des jeunes, je trouvais ça quand même très intéressant. Puis de voir qu'en fait, ils ont vraiment écouté ce qu'on a dit parce qu'on était très souvent consultés pour mille et une choses qui étaient tablettées sur un énième rapport. Mais là, de voir les actions concrètes dans quelques années, ça a commencé en secondaire 3, je suis maintenant finissant en secondaire 5, puis j'ai vu le projet de A à Z se faire, puis de finir mon secondaire en voyant la fin, disons, l'establishment, je ne sais pas si c'est le bon mot, de ce projet-là. Je trouvais ça quand même assez intéressant, puis très parlant politiquement de voir que les arrondissements, la ville, prend au sérieux la voix des jeunes, enfin, pour ce qui est de notre parc. Voilà. Très cool, merci. Darlene. Est-ce que Darlene, tu as eu une question? J'ai essayé d'y aller le plus longtemps. Moi, spécifiquement, je n'ai pas vu en tant que tel de forme d'art comme mural ou peinture, mais je dirais que je sais qu'en ce moment, dans notre arrondissement, ils commencent à impliquer les jeunes dans la création de musique parce qu'ils savent que il y a beaucoup de projets de la part de nos merveilleux élus qui essayent d'engager les jeunes dans la musique ou des loisirs comme les sports parce qu'ils savent que c'est ça l'intérêt des jeunes, c'est ça que les jeunes veulent. Et moi, je trouve que c'est aussi un message politique parce que ça se voit que notre arrondissement est en train de faire l'effort de
consulter notre jeunesse, puis ils commencent à faire l'effort d'écouter réellement qu'est-ce que les jeunes veulent. Vous avez parlé aussi, merci pour vos réponses. Vous avez parlé, c'est vrai qu'on a parlé d'intelligence artificielle. On peut peut-être se permettre de poser la question, oui, de te bien reposer sûr. la question à toi, Pascal. Est-ce qu'il y a un projet auquel particulier que tu pourrais penser qui... Et je me suis fait piéger à ma propre question. C'est vrai qu'à chaud, j'aurais aussi répondu la murale de René Lévesque, parce que c'est vrai qu'elle est assez récente et qu'elle est très très forte. Mais je trouve ça intéressant le programme qu'a la ville de Montréal d'avoir de... en fait, je ne suis pas sûre que ce soit la ville de Montréal, mais pour toute nouvelle construction, il y a un pourcentage qui est dédié à une œuvre d'art. Tu sais, bien souvent, par exemple, je ne sais pas si vous voyez au croisement... je vais en dire une qui, moi, vient me chercher un peu. J'ai étudié donc, à l'UQAM, mais aussi... c'était un programme conjoint avec l'INRS. L'INRS, c'est au croisement Sherbrooke-Saint-Denis. Puis il y a une statue de quelqu'un qui est très prostré sur lui, puis qui est censé symboliser comme le savoir. Puis l'artiste a voulu lancer un message en faveur du savoir, puis nous on l'a étudié en cours, puis c'était tout le monde, la première image qu'on avait tous, nous les étudiants et étudiantes, c'était ok, moi ça me fait penser à la dépression, le repli sur soi, la fatigue, puis c'est fou comment le message véhiculé était censé être en faveur d'un lieu de savoir et d'éducation, puis qu'au final nous on le ressentait parce qu'on était à ce moment-là de nos vies où comme, vous êtes tous dans votre parcours scolaire là, comme c'est rough, c'est pas facile, même quand ça va bien, même quand tu vas bien dans ton parcours scolaire. Je connais personne, même ceux qui scorent toutes leurs notes, qui sont comme c'est cool, ça reste un moment de ta vie où ça peut être chiant en fait. Donc je me trouvais ça fascinant comment cette forme d'art là, cette statue était mise à un endroit où ça nous envoyait pas du tout le message que ça aurait dû envoyer. Je pourrais vous la montrer après. Oh, j'aurais pas dû vous dire ce que ça me faisait penser à quoi. J'aurais dû vous faire un crash test et vous la montrer pour voir là. Mais ça m'a fait penser la même chose. Mais tu vois quelle statue je parle. Non, mais juste le visuel dans ma tête, c'est un étudiant déprimé. Puis j'en vois plein en la faculté de droit. Donc, je suis tellement habitué. On les voit partout dans la bibliothèque. C'est pas une œuvre récente, mais c'est une œuvre où ça m'intrigue. Puis ça fait passer... mais ça reste... Moi, je pars du principe que tout est politisé. C'est comme quasiment tout est politisé, là. Mais toutes les actions que tu fais, tu peux ne pas les faire de façon politisée, mais elles peuvent avoir une externalité qui va être politique. Tel ton engagement, ceci, cela. Donc, c'est vraiment toutes ces variables-là. Puis aussi, tout peut avoir une interprétation politique. Ouais, c'est ça. Aussi. Puis la beauté avec l'art. C'est exactement. Puis un autre excellent exemple je pense, d'une certaine partie d'un montant d'une infrastructure qui doit être allouée justement à de la culture. Il y a l'excellente Grande Roue sur P9, la magique grande roue qui est là, que les gens se demandent souvent qu'est-ce qu'elle fait. Elle ne fonctionne pas, je ne peux pas monter là-dessus. Pourquoi elle est là? Mais justement, c'est en raison en partie de cette politique, je pense, du gouvernement du Québec, si je ne me trompe pas, d'avoir un certain montant, si je pense 5 à 10% peut-être plus, 3-2% du montant d'une infrastructure publique qui doit être allouée à de l'art public. Donc, voilà. Je me rappelle très bien la construction d'un grand. Tout le monde s'est questionné pourquoi c'est là. Tout le monde qui avait un permis de conduire s'en rappelait aussi avec la construction et le trafic. C'est bon. J'aurais une petite question. On a pas mal parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure. Vous avez parlé de l'art qui est en danger, de la culture québécoise, aussi la réappropriation de la citoyenneté des jeunes à travers des moyens qui sont le dessin. Tu peux te faire ta pochette d'album ou comme ton affiche de festival par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai un questionnement sur, par exemple, la poésie a souvent été un moyen de faire passer des messages, l'écriture, l'écriture que ça soit de façon pour rédiger des romans ou tout simplement chez soi, là, pour sa propre santé mentale. Je me demande dans quelle mesure des jeunes qui passent par ces médiums-là pour s'exprimer, l'arrivée de l'intelligence artificielle met en forme de frein à OK, mais maintenant, tout le monde peut donner l'illusion qu'il y arrive, alors que dans les faits, c'est un moyen d'y arriver qui est moins traditionnel maintenant.
comment ça peut être perçu par ceux qui vont être pros versus ceux qui vont être pas pros? Moi, je dirais, puis je pense que j'ai le bias, que je suis la voix de l'anti-artificiel C'est parfait. À cette table. Mais je trouve que ça manque l'âme quand c'est quelque chose qui est créé par l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose que tu peux le voir, que ça a l'air fake, que c'est it's soulless. Il y a pas de l'âme, puis il n'y a pas de l'âme humain, puis il n'y a pas de passion dans le travail qui est ressorti. Ça, c'est une des beautés qu'on voit quand on lit de la littérature, on lit un classique ou un livre, ou on regarde un film, ou on écoute une chanson, il y a comme la passion en arrière de la créature, tu le ressens. Puis tu peux, comme pour moi, les films sont un bon exemple. Comme, tu peux voir un film que c'était fait par un réalisateur parce que il voulait faire ses millions, puis il voulait faire son argent, puis c'est un peu un sell-out, versus un réalisateur qui ont fait leur projet de passion. Puis ils ont créé, ils ont dit leur histoire, ils nous ont donné leur histoire. Puis c'est juste la qualité, ça revient à la qualité puis la passion qui est sortie de ça. Alors si on utilise comme ChatGPT pour créer un livre ou créer un poème, là, écrire de la poésie, il manque ça, il manque l'aspect humain. Il manque ce qui le rend spécial. Missing that spark, que ça le rend spécial, que ça nous touche, puis ça nous affecte émotionnellement et sur tout autre niveau, dans mon opinion. En parlant de films, ça me fait penser à la maison de production A24 qui encourage les créateurs à faire leur projet de passion, puis à réaliser leur vision, puis aussi ils encouragent beaucoup de grands acteurs à participer dans les projets. Donc je trouve ça très très bien. Plus l'argent qui est fait de ces films-là va souvent à des bonnes causes et à la bonne paye des acteurs. Donc je trouve ça très bien. Aussi par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle quand ça vient à l'art, spécifiquement la littérature, je trouve que il y a un dépassement entre les deux. Quand les personnes utilisent l'intelligence artificielle, surtout dans la littérature, qui veut dire la poésie, l'écriture, toutes différentes formes de littérature, les dissertations critiques ou les dissertations d'opinion, on peut dire qu'on va le voir à cause de... quand tu utilises l'intelligence artificielle, éventuellement, tu l'utilises pour tout, tu le pratiques, tu es habitué. Quand ça vient à écrire une dissertation, par exemple dans un cadre scolaire, puis il te demande d'écrire un poème à propos d'une expérience de vie ou écrire une dissertation critique à propos de ton interprétation d'une œuvre qui est présentée, ça devient difficile. Les jeunes ne sont plus capables de le faire. Ils sont plus capables d'utiliser la pensée critique pour eux-mêmes. Ils sont habitués à la facilité et l'accessibilité des plateformes comme ChatGPT qui peut t'écrire ta dissertation critique. Puis, c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment par rapport à mes co-frères et co-sœurs qui sont aux études. C'est surtout parce que je viens de vivre l'expérience de faire l'examen de l'œuf, qui est l'examen de passation en français pour les élèves collégiales qui veulent passer à l'université. On voit beaucoup de jeunes, ils ont de la difficulté à passer cet examen-là à cause de l'utilisation de ChatGPT, l'utilisation de l'intelligence artificielle quand ça vient à la dissertation critique, comment ils vont penser, quelle opinion qu'ils vont dire, comment ils vont interpréter les œuvres qui sont présentées. Puis, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu la facilité à faire à cause de mon programme, à cause de qu'est-ce que j'étudie en tant que tel, parce que moi, qu'est-ce que j'étudie, c'est beaucoup, beaucoup basé sur la recherche et l'opinion et l'interprétation de la recherche. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont, par exemple, en sciences nature, c'est très différent. Il n'y a plus de la facilité d'interprétation. Il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir interpréter les choses. Et là, ensuite, il y a un manque de pensée critique. Au final, c'est très, très lié. C'est un manquement de l'aspect humain, simplement. Ouais.
Je trouve quand même assez intéressant, surtout pour répondre sur ce que ma chère collègue Darlene vient de me prononcer sur tout ce qui est niveau école. Ça devient de plus en plus compliqué, puis surtout pour ma cohorte qui est un peu tantinée, un peu plus jeune, où l'intelligence artificielle est vraiment plus omniprésente plus rapidement qu'elle était il y a quelques mois, il y a quelques années. Puis ça fait un peu peur parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui vont commencer le cégep dans quelques mois, et les dissertations dans les cours de philo, dans les cours de français qui sont un peu plus poussés, ben, ça fait peur à beaucoup de jeunes qui essayent au maximum soit de trouver des meilleures façons d'utiliser leur pensée critique, de préparer leur façon d'écrire pour le cégep, mais qui en même temps, en ce moment, pour faciliter leur vie, vont plus souvent qu'autre chose utiliser l'intelligence artificielle. Puis ça devient quand même assez compliqué de aussi différencier, parce qu'il y a certaines personnes que j'ai remarquées qui avaient certaines façons d'écrire qui se font souvent comme accusés de plagiat, alors que c'est littéralement du français, disons des règles, surtout en anglais plutôt, des règles d'anglais de base, comme utiliser certains points ou commas en anglais est devenu utilisation de l'IA parce que l'IA va beaucoup plus l'utiliser, alors que le jeune, il écrit un texte tout à fait original, mais parce qu'il a utilisé, disons, une grammaire et une orthographe plus que correcte, là, il y a un problème. Donc, c'est ce genre de problème que je vois que dans les prochaines années vont être assez problématiques, mais je peux quand même aussi apporter un petit peu, en jouant l'avocat du diable, un petit point plus ou moins positif avec l'intelligence artificielle, c'est que beaucoup de jeunes vont avoir des problèmes de compréhension ou d'interprétation de plusieurs choses. Moi, étant par exemple dysorthographe, donc j'ai des devoirs de la misère, certaines fois, je vais avoir une idée, mais de l'exprimer dans un français correct à l'écriture va être assez compliqué parce que je vais utiliser des codes de langage à l'oral qu'on ne va pas nécessairement utiliser dans l'écriture. Donc, d'avoir l'intelligence artificielle qui te permet plus ou moins d'interpréter ce que tu veux dire, des fois, ça peut être une excellente chose. Mais, comme je dis toujours, la modération a bien meilleur goût. Il faut trouver comme un espace entre l'utilisation de l'intelligence artificielle correcte et plus que correcte, parce qu'on voit souvent que ces temps-ci, en fait, on a plus de problèmes liés à l'intelligence artificielle que de solutions. Puis je trouve ça inquiétant que la prochaine génération n'a pas les outils pour, disons, se concentrer ou, disons, des outils pour avoir une utilisation saine et éthique de l'IA comparé à d'autres générations qui n'ont pas nécessairement eu le temps de le faire parce que c'était comme c'est comme un élève sur 6000 qui l'utilise, mais là c'est rendu la grande majorité là. Donc voilà. Pour pousser aussi sur ce point, il y a beaucoup de problèmes qui se développent dans le niveau scolaire par rapport le doute de quand tu réalises des travaux. Il y a beaucoup de profs qui pensent que automatiquement, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'un élève s'est poussé un peu plus que d'habitude. Puis, ça amène beaucoup de doutes chez l'élève parce que ça peut mener à des élèves qui disent « Oh, je vais pas trop me pousser parce que le prof va penser que j'utilise l'intelligence artificielle. » Ou maintenant, ça fait qu'il y a des profs qui doutent l'écriture et les travaux, l'effort des élèves eux-mêmes. Parce que déjà, notre génération, la motivation scolaire, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile. Donc, voir que maintenant, il commence à avoir des profs qui doutent la capacité des élèves à cause de l'implication de l'intelligence artificielle au niveau scolaire, ça devient inquiétant. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal? L'IA est tellement ancien selon dans quel métier, dans quel corps de domaine tu travailles. Tu as du monde pour qui l'IA est là depuis des années, avant même que ça soit grand public. Là. Il y a des compagnies qui bossaient avec l'IA, qui ont d'ailleurs amené l'IA, mais c'est un champ d'expertise qui est tellement nouveau, qui va nécessiter tellement d'encadrement réglementaire. Il est arrivé dans nos vies avant qu'on soit capable de l'encadrer, puis d'avoir les conséquences aussi sur le long terme. C'est tout ce qu'on met là-dedans, ça s'enrichit, ça sert. Avec une collègue, on rigole parce qu'on dit toujours bonjour et merci à l'intelligence. Nous, on joue sur le long terme, là, comme j'ai trop vu Matrix dans ma vie, comme guys. Moi, je vais être poli avec les futurs robots. Non, c'est une joke, à moitié, je ne sais pas. Mais non, il y a vraiment... moi, ça me pose des questionnements, comme pour revenir sur la thématique, sur la participation des jeunes, ça va être quoi les implications sur le long terme
comme tu disais, Audrey, oui, tu l'as eu, tu es en secondaire, tu as l'IA, puis tu le vois, mais il y a des générations qui l'ont dès maintenant, qui sont même pas à l'école et qui vont donc grandir. C'est comme moi, j'ai eu... Internet est arrivé, je me rappelle plus quel âge j'avais, mais je commençais l'école, mais j'ai rédigé toutes mes dissertations à la main jusqu'à, je pense, quasiment mes 20 ans. Versus maintenant, où finalement, tu commences à rédiger tes écrits, tes travaux d'école beaucoup plus tôt à l'ordinateur. Je sais pas si dès le secondaire, vous rédigez tout à l'ordinateur, mais... Ben, au secondaire, c'est un peu plus réglementé parce que pour pouvoir faire tes dissertations à l'écriture à l'ordinateur, il faut avoir des mesures adaptatives. Donc, certaines personnes qui ont de la dyslexie, de la dysorthographie vont pouvoir le faire, mais je sais qu'au cégep, c'est un peu free for all. Ouais. Puis si tu le veux, tu peux l'utiliser. Donc, ouais. Une autre inquiétude aussi au niveau secondaire, c'est qu'il y a des élèves que, eux, sans avoir accès à des ressources adaptatives, il y a des élèves qui vont dans des écoles où ils ont des iPads en tant qu'outil scolaire. Moi, je suis allée à une école secondaire où mon iPad était mon outil scolaire principal. Je consultais mes documents, c'est comme ça mes profs me consultaient, ils avaient accès à moi. Aussi, c'est comme ça que j'écrivais beaucoup d'écriture. Je faisais beaucoup de travaux d'école avec mon iPad sur Word, Google Docs ou n'importe quelle plateforme. Mais aussi, maintenant, c'est que avec l'utilisation du AI, tu vas sur Google, tu tapes ChatGPT, puis c'est devant toi, tu as accès à la plateforme. Donc maintenant, et même si les écoles, ils essayent de bloquer la plateforme sur le réseau Internet, il y a quand même des VPN qui existent. Il y a des méthodes que les jeunes peuvent utiliser pour avoir accès à la plateforme. Ils peuvent sortir leur téléphone, même si que maintenant c'est interdit. Les jeunes peuvent très bien cacher cela. Donc, s'ils veulent, ils peuvent avoir accès, ils peuvent avoir la facilité. Parce que maintenant, au cégep, les personnes écrivent des dissertations complètes pour ensuite les remettre aux profs avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les jeunes ont commencé à le faire au secondaire aussi. C'est pour ça que c'est une des grandes raisons pourquoi l'interdiction sur les téléphones s'est faite aussi, parce que l'accessibilité était trop facile. Pendant un examen, un jeune sort de la classe, va dans les toilettes, fait sa recherche ou va dans le corridor, fait sa recherche sur son téléphone ou son iPad, revient dans la classe, écrit une dissertation complètement basée sur qu'est-ce qu'il a vu sur ChatGPT. C'est l'accessibilité, c'est la facilité. Puis les profs commencent à être un peu comme... Ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire une correction juste, mais aussi faire une correction pour voir si ChatGPT a été utilisé ou l'intelligence artificielle en général a été utilisée. Puis ça m'aide comme la paranoïa un peu, genre. Je trouve, mais, ouais. Ça revient aussi comme... je pense que je sors un peu de la discussion, mais ça revient comme, je pense, dans mon opinion, une obligation aux élus de faire quelque chose. Comme c'est quand même, comme on parle d'éducation, l'éducation, ça tombe aux élus provinciaux, puis c'est quand même un aspect du bien-être des jeunes, puis de la future, puis d'assurer qu'ils sont bien éduqués, sont en train de bien apprendre le matériel, puis en train de bien engager le matériel. On avait discuté déjà que c'est comme ça nuise un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ça les aide pas. Ils pensent que ça les aide, mais les jeunes, ils savent pas, ils prévoient pas le futur, ils comprennent pas les conséquences, puis c'est pas à eux de comprendre les conséquences aussi. Ils sont des jeunes, sont là à comme, se développer eux-mêmes. C'est la manière qu'ils se développent, ils comprennent les conséquences. Mais les adultes qui sont nos élus dans un certain moyen, ils comprennent déjà les conséquences. So, dans mon opinion, ça revient puis ça tombe aux élus de vraiment comme rentrer dans la discussion. Je trouve que les téléphones dans les écoles secondaires, dans les écoles, c'est comme ça peut être vu comme une étape peut-être dans cette direction-là où les élus commencent à faire quelque chose. Mais c'est plutôt comme on peut pas comme remettre the genie back in the bottle avec AI. C'est là, c'est présent, c'est dans notre vie maintenant. C'est plutôt, comme on avait dit, une manière de l'encadrer. Puis on le voit même dans le milieu du droit. Je le vois dans mes études, comme on a des cours qui s'en viennent, ou c'est des cours nouveaux de parler, la discussion avec la relation entre le droit puis l'intelligence artificielle, puis comment on légifère avec l'intelligence artificielle en des affaires de propriété intellectuelle, etc.
Alors, je trouve que c'est vraiment comme... Ça tombe vraiment une obligation aux élus, puis c'est vraiment comme une discussion, je trouve, qui n'est pas assez comme présent dans le milieu politique maintenant. Et je trouve que ça devrait être comme quand même un gros enjeu qui devrait rapporter dans les prochaines élections, dans les prochaines années. Qui s'en vient parce que ça va s'empirer de chaque année en chaque année. Puis on va le voir de plus en plus que les jeunes ne savent pas relire, puis ils ne savent pas écrire, puis c'est des affaires critiques, puis on est en train de perdre des recettes. Là. Puis aussi, il faut clarifier que c'est un enjeu qui s'en vient par rapport aux jeunes dans le futur. C'est un enjeu qu'on devrait baser sur la consultation jeunesse directe et Absolument. pas sur des statistiques ou strictement sur des notes scolaires. Parce que seulement se baser sur des notes scolaires ou des statistiques ne veut pas dire que vous avez un rapport direct avec les jeunes et vous savez la réalité de vie des jeunes et la réalité, que ce soit dans leur environnement à la maison, sociaux ou différents environnements. Donc oui, c'est de la responsabilité des élus. On est pleinement d'accord avec toi d'agir, mais aussi de consulter les jeunes parce que c'est eux qui vivent dans la vie de tous les jours, qui subissent les effets, qu'ils soient négatifs ou pas, d'intelligence artificielle, puis qui vont aussi subir les effets des interdictions ou des décisions unilatérales qui vont être prises par nos décideurs. Parce que je remarque souvent que on va avoir la tendance pour ce qui est des enjeux des jeunes de ne pas trop les consulter. Puis dès que la décision qui a été prise ne fonctionne pas, mais là c'est les jeunes. Non. Si on avait consulté les jeunes au départ, on aurait pu éviter des solutions qui ne fonctionnent qu'à moitié ou qui ne s'appliquent qu'à certains cas. Donc je dirais que c'est une discussion à avoir avec, oui, nos élus, des experts, mais aussi de permettre aux jeunes qui vivent cette réalité-là d'avoir au moins une place à la table de discussion. Il faut aussi mettre l'emphase sur notre démocratie, qui est que les décisions ne sont pas strictement unilatérales. Si vous faites des décisions par rapport aux jeunes, il faut que les jeunes ont participé à la décision. Oui. Pas les statistiques des jeunes, pas les notes scolaires des jeunes, la voix des jeunes. Absolument. Pascal? Oh my god, je peux jamais dire que je suis contre ça, c'est ma job au quotidien de militer pour ça. Si je le disais live, là, je pense que ce serait très problématique. C'était un petit test. Là. Ta job est 40. Je l'ai passé. C'est You're good. good. Ben, tu sais, justement, il y a une question que je voudrais vous poser. Justement, sur la consultation des jeunes, là, je vais sortir peut-être du champ de l'IA, mais d'y aller peut-être plus sur le milieu culturel de votre lieu de vie. Est-ce que vous sentez que les infrastructures culturelles que vous avez dans votre arrondissement ou dans les lieux que vous fréquentez, là on va sortir de l'arrondissement parce qu'on sait que certaines fois son lieu de vie c'est peut-être juste l'endroit où on dort mais qu'on est à l'université ou à l'école ou au travail complètement ailleurs, est-ce que vous vous sentez comme consulté sur ces infrastructures culturelles? Est-ce que c'est des lieux politiques ces infrastructures-là? Personnellement, moi je me sens consultée par rapport à ces infrastructures culturelles, mais parce que je suis engagée dans le monde politique. Parce qu'on m'envoie directement les sondages dans ma boîte de courriel. Il y a beaucoup d'infrastructures en ce moment dans l'arrondissement de RDP-PAT. On est en train de faire, spécifiquement du côté des rivières de Berry, on est en train de faire la construction de Espace Rivière, qui est un projet que notre arrondissement vient récemment s'engager avec. Puis, il y a beaucoup de jeunes dont j'ai parlé que je connais dans l'arrondissement parce que je travaillais avant directement dans l'arrondissement. Je parlais avec beaucoup de jeunes, puis il y en a qui savaient qu'il y a la construction qui allait arriver. Ils ne savaient pas c'est quoi le projet. Est-ce qu'ils savaient pourquoi le projet allait se faire réaliser? Non. Donc, c'est comme la consultation jeunesse. Oui, ça se fait avec 1 sur 6 000 dans l'arrondissement, mais ça ne se fait pas avec la majorité de la jeunesse. Puis aussi, quand les personnes réalisent des projets, les élus spécifiquement, quand vous réalisez des projets, ce serait bien de directement, des projets par rapport à la jeunesse, directement aller à la jeunesse avant de réaliser un projet. Puis aussi, si vous faites une décision, au moins informer. Ouais, je suis d'accord avec Darlene dans le sens que je pense que je peux parler pour nous trois. On est un peu l'exception de la règle. On pourrait dire quand ça vient comme la consultation jeunesse, puis notre implication politique, on est des jeunes qui sont motivés politiquement pour s'impliquer puis pour faire notre voix entendre. Puis c'est pas le même cas pour tout le monde. C'est évidemment, tout le monde a leurs préférences, etc.
Mais je veux dire que ça reste que... Je retourne à mon point un peu que c'est comme à l'obligation aux élus puis aux organismes gouvernementaux un peu de aller trouver puis bien rechercher les voix des jeunes. On peut pas compter aux jeunes de le faire parce qu'ils vont pas le faire. Ils savent pas, ils sont pas motivés déjà, puis c'est pas de leur faute aussi. Comme je me rappelle quand moi j'avais 15 ans, je suis rentrer chez moi et jouer au PlayStation avec mes amis jusqu'à 3h le matin. Mais c'est plutôt comme en vieillissant puis en faisant mes études en politique que j'ai vraiment, ça m'a motivé pour dire comme ok non mais comme ça marche pas là, pourquoi j'ai pas de moyens pour m'exprimer, puis c'est ça qui m'a comme poussé à proposer la création comme du conseil jeunesse. So, je dirais que ça quand même ça reste comme une obligation aux élus puis aux organismes gouvernementaux de faire quelque chose pour vraiment aller les rechercher, puis le rechercher pas d'une manière comme générale, statistique, comme on avait en parlé, mais que c'est vraiment qu'on ressort l'information qu'on veut, puis des fois qu'on le veut pas, mais au moins on a cette information-là, au lieu de ressortir juste l'information qui satisfait à nos projets pour les dire « Ok, on a reçu le checkmark, we're good, on peut passer à la prochaine étape. » Sans vraiment que on a comme peut-être une voix comme tu as parlé de l'Espace Rivière, c'est quand même une place qui va vraiment affecter les jeunes majoritairement. Sur le fait que moi aussi, je connais plein de monde à Rivière-des-Prairies, ils n'ont jamais fréquenté la bibliothèque, ils vont jamais le faire. Même si Espace Rivière, ils donnent des PS5 gratuitement à la porte, ils vont jamais aller. C'est juste, ça fait pas partie de leur réflexe. Mais au lieu de juste dire « Ok, ça arrive, whatever », on se demande pas la question « Pourquoi ?» Comme pourquoi ces jeunes-là, on peut pas les atteindre. Puis pourquoi on peut pas aller les rechercher pour être plus impliqués dans la communauté. Qu'est-ce qui manque pour qu'ils soient plus impliqués dans la communauté? Puis on le voit même, c'est une grande question qu'on voit dans notre conseil jeunesse avec la communauté anglophone. C'est à Rivière-des-Prairies parce qu'on a une grosse communauté anglophone. C'est pourquoi les anglophones, ça s'implique pas. C'est quand même c'est des enjeux, des questions qu'on se demande, mais c'est plutôt trouver la solution puis aller de les rechercher. Puis ça aussi, pour construire sur ça, ça commence dans les écoles. Faut comprendre que comment moi je me suis impliquée avec le CJ, c'est parce que moi j'ai vu Daniel et Julie, notre correspondante, à mon école, puis j'ai fait « Ah d'accord, c'est quoi? Travailler pour mon arrondissement. Oui, je suis un jeune qui vit dans l'arrondissement. Moi, j'ai des projets que j'aimerais bien qui sont réalisés dans mon arrondissement. Oui, je vais m'impliquer. » C'est comme ça, moi, j'ai appris à propos et moi, je me suis impliquée, moi, je me suis engagée. Mais c'est parce que eux, ils sont venus à mon école, ils m'ont retrouvé à mon école. Puis, mon école, c'est pas une école qui est provinciale, c'est une école privée. Malgré, ils se sont rendus là, parce que ça fait partie de l'arrondissement quand même. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de RDP-PAT, spécifiquement du niveau anglophone, qui vont à des écoles qui ne sont pas nécessairement dans l'arrondissement, mais c'est des jeunes de l'arrondissement. Tu peux les retrouver, tu peux les consulter, tu peux les informer, parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça, c'est avec l'information, puis c'est directement aux jeunes, et directement à l'école. À l'école, c'est la façon la plus facile de trouver les jeunes. C'est la façon la plus facile de trouver les jeunes, et c'est comme ça, c'est la façon la plus facile d'attraper leur attention, puis de les faire comprendre l'information. Donc, si ça commence pas avec l'éducation, ça commencerait où? Justement. Entièrement d'accord avec vos 2 points. C'est sûr que dans un monde idéal, on aimerait que tous les jeunes soient consultés. Pour l'instant, c'est souvent les conseils jeunesse de chaque arrondissement qui vont être consultés. C'est bien cool, mais on aimerait que tout le monde soit au courant parce qu'ici, moi, dans une quartier-ville, on a plein de projets avec les années puis le grand travail des organismes communautaires. On fait connaître des divers projets qui sont installés dans l'arrondissement, mais les jeunes ne se sentent pas interpellés, donc ils vont être là parce qu'il y a de la pizza, ils vont être là parce qu'il y a
de la bouffe qui est donnée. Donc, tu sais, de tout le temps trouver des choses qui fonctionnent bien, donc de ramener des jeunes, d'avoir des prix, d'avoir des personnalités que les jeunes aiment, ben là, ça nous permet de porter un plus grand message, puis de donner de plus d'importance et de crédibilité à ce que, oui, on veut parler à la jeunesse. Ben voilà, on le fait en ramenant tel artiste, en ayant tel porte-parole, en, oui, ramenant de la pizza, oui, on aime manger la jeunesse, en ramenant tel prix. Donc, de faire ça, mais aussi de consulter en général, puis de pas tout le temps le faire comme pour cocher une checklist, parce que ça devient désolant, disons que ça donne ça donne de l'énergie, disons, au cynisme général dans lequel on vit, où les jeunes vont se dire, ben on ne parle pas, on ne consulte pas, ça m'intéresse pas. Et ok, le jeune fait l'effort d'aller participer à la consultation, il va pas nécessairement tout comprendre, mais il va quand même essayer de donner son opinion. Puis là, il va se retrouver quelques mois plus tard, quelques années plus tard dans le projet, puis il va être comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est même pas ce que j'ai dit, c'est même pas ce que nous, on voulait qu'il se fasse. Donc, de parler aux jeunes, mais aussi de le faire avec un effort de vraiment, au moins, respecter au maximum ce qu'ils ont demandé, c'était quoi leurs engagements, puis pas de le faire pour cocher des listes, parce qu'on s'en rend compte. C'est quand je vais à une consultation publique, puis que je vois que, tu sais, je suis comme le seul jeune, puis j'ai reçu cette information parce que je suis au conseil jeunesse de l'arrondissement. Je sais que la jeunesse n'a pas été invitée à le faire parce que le conseil des élèves de l'école du quartier n'a pas été invité, parce que les jeunes du comité d'environnement de l'école n'ont pas été consultés. Donc, tu sais, de tout le temps éviter peut-être de ramener tout le temps les mêmes personnes aux consultations, parce que j'aime bien participer aux consultations, mais je veux pas aussi avoir le fardeau de représenter tous les jeunes de mon arrondissement. Puis, j'ai souvent des idées qui vont aller d'un côté. J'ai besoin d'une diversité d'opinions, donc de rencontrer des jeunes, encore une fois, d'aller où ils se trouvent eux, parce que ça va être comme ça qu'on va retrouver les jeunes. C'est pas en allant organiser des trucs un peu, disons, en soirée très cachée qu'on va les retrouver. C'est en allant dans les écoles de quartier, c'est en allant dans les événements culturels, ceux qui sont organisés dans les barbecues de quartier, dans les communautés culturelles, qu'on va retrouver cette jeunesse-là. En mettant l'emphase sur ça aussi, on peut dire que si tu vas attirer les jeunes, c'est un peu facile en ce moment, je sais pas, mais moi, si tu fais un événement culturel proche, dans notre arrondissement, proche de Jean Gros, si tu fais un événement culturel de basket, la jeunesse est là, la jeunesse, si tu fais, il y a plusieurs organismes, c'est ça, il y a plusieurs organismes de basket à travers l'île de Montréal que dès qu'ils font un événement, la jeunesse est présente. Tu mets un événement où tu fais un petit showcase, excuse-moi l'anglicisme, tu fais un showcase avec Tizo ou Chuiz, toute la jeunesse va être là. Ils entendent leurs rappeurs, ils entendent des rappeurs de Montréal qu'ils aiment, des artistes de Montréal qu'ils aiment, ils vont être là, ils vont se présenter. C'est là que tu veux consulter la jeunesse, parce que c'est là que la jeunesse est là. Puis aussi, en étant aux événements culturels, vous apprenez à propos de la jeunesse, parce qu'il faut comme voir de première vue les interactions que les jeunes ont avec la musique, l'environnement, qu'est-ce qui leur pousse à agir de certaines manières, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser certains lieux, pour faire que les jeunes se sentent plus en sécurité dans les arrondissements. C'est très, très, très facile. Il faut juste un peu d'engagement. Faire l'effort. Faire l'effort et un peu avoir des jeunes qui travaillent pour les jeunes. Je trouve ça vraiment cool ce que vous dites, puis il y a une part de moi qui est comme... Il y a toujours du progrès à faire, mais je trouve qu'il y a eu énormément d'avancées. L'exemple que tu nommes, que toi, tu ne serais pas retrouvé au conseil jeunesse d'arrondissement si on n'était pas venu dans ton école. Je trouve ça hot que l'arrondissement ait dit « Ok, on va recruter en envoyant quelqu'un à la rencontre. » C'est juste ça. Je sais pas, j'étais pas là quand le premier CGA a été créé il y a 10 ans. Je sais pas comment ils ont fait le recrutement, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment, mais c'est sûr que maintenant, les arrondissements vont à la rencontre en disant « Ok, on va sortir de notre talle habituelle, on va pas passer par l'infolettre, on va pas passer par les parents. Oui, on va en rejoindre certains par les parents, puis tant mieux. C'est un moyen comme un autre. Mais je trouve qu'il y a vraiment des avancées, puis comme... c'est ça, moi, je travaille, c'est mon domaine, la participation jeunesse, puis de donner la parole aux jeunes. Donc, c'est sûr qu'avec les CJA, oui, on va chercher des jeunes engagés, mais je comprends le poids de porter de son arrondissement, mais minimisez pas non plus votre rôle. Vous êtes là aussi pour ce rôle-là, pour être consulté pour la voix des jeunes. Puis,
Moi, j'aime ça, vous mettre aussi en lien parce que les réalités d'Annecy-Cartierville ne sont pas les mêmes que Verdun, ne sont pas les mêmes que RDP-Pat et que de Pierrefonds-Roxborough. Donc, il y a aussi un apprentissage à dire oui, c'est des jeunes qui sont engagés, qui ont leur mot à dire, mais qui veulent pas. Quand ils se parlent entre eux, c'est pas du tout. J'ai encore le souvenir d'une jeune de Montréal-Nord qui explosait de rire quand quelqu'un de Verdun disait que aller se rendre dans tel endroit, c'était long, puis elle était comme we need to talk. Vous pourriez faire pareil à RDP. On s'entend que c'est encore plus loin que Montréal-Nord. Puis je trouve aussi, il y a de les institutions font vraiment un effort. Je pense au plan d'urbanisme mobilité où il y a eu un vrai travail d'aller chercher la parole des enfants et des jeunes. Je pense à la politique de développement culturel où oui, on a organisé avec les CJA un moment d'échange, mais il y a aussi eu tout un mémoire des jeunes. Je pense qu'il y a plus de 200 jeunes qui sont été cherchés. Il y a eu un slam, ce mémoire, il a été donné dans une forme de slam. Il y a un mouvement de, ok, c'est comme si on veut aller chercher les jeunes, ça prend d'aller chercher ceux qui sont déjà sensibilisés, parce que c'est des jeunes qui sont accessibles. Et comme, je voudrais pas que vous vous disiez, ok, on va toujours nous voir, mais notre voix importe, parce qu'il y en a qu'on n'entend jamais. Oui, c'est un fait, il y en a qu'on n'entend jamais, puis il faut aller les chercher, mais c'est pas une raison pour pas vous écouter, vous. C'est pas parce que vous êtes engagé qu'il faut pas vous écouter. Oui, vous aurez les codes pour y aller, mais tous les jeunes ont leur mot à dire, même ceux qui sont surengagés et même ceux qui ne le sont absolument pas. Puis, moi, je mets pas de niveau d'importance. C'est sûr que si tu me demandes dans une consultation X, là, comme, oui, c'est sûr que je vais aller mettre du terrain, je vais aller mettre du parc. Mettons, je dois aller consulter pour Espace Rivière. Le CGA, ça va être un no-brainer, je vais vous consulter. Mais ça va être un angle parmi d'autres. C'est des choses comme ça où le monde catch ça, puis ça change, les pratiques changent. Moi, je le vois dans mon quotidien, les pratiques évoluent pour aller chercher la parole des jeunes, puis je trouve ça vraiment le fun. Ça devient ancré. D'autres sujets? Oh là, mon Dieu, le temps passe beaucoup trop vite. Je poserais bien une dernière question en lien avec le loisir culturel, because subvention. Ça, faut pas que ça aille dans l'enregistrement. J'ai le droit de le dire, c'est pas en direct. Je pourrais vous poser une question de clôture à la limite, si ça vous va. Je vais choisir laquelle. Avant de poser, juste fais un petit décompte de 5. Ok, ouais, c'est vrai, 5. Ça, je n'ai pas d'enregistrement? Non, juste la bêtise que je viens de dire sur la subvention. Ok, ça marche. Ça, faut pas... Tout le monde le sait, mais quand même. Ok, je vais vous poser... Ok. Merci beaucoup pour tout l'échange qu'on vient d'avoir. J'aurais peut-être une dernière question en fait à vous poser. Si vous pouviez créer un projet culturel pour rassembler des jeunes et parler de politique, ça serait quoi? Ça, c'est une bonne question. Un projet de création culturelle, là. Pas un truc de création culturelle. Création culturelle. Peut-être comme consultation des jeunes, création culturelle? Non. Un projet de création culturelle pour rassembler des jeunes et parler de politique, sans forcément consulter, là, juste un échange. Ça peut être une consultation aussi. Moi, une idée m'est passée plus tôt dans la journée. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du speed dating. Comme, par exemple, on loue une salle, on installe plusieurs personnes à des tables, puis on a une certaine limite de temps et les personnes échangent de table, rencontrent plusieurs personnes. Moi, je trouverais que ça serait une idée créative de faire un peu le même concept, mais avec des attaches politiques ou des personnes qui sont engagées dans le monde politique, que ce soit des élus d'arrondissement provincial, fédéral, députés, ministres, un campaign manager, quelque chose, mais quand même faire un événement de speed dating, les installer dans une salle, puis faire on invite des jeunes à venir participer, venir faire la ligne, puis on les donne la chance d'avoir un certain temps avec chaque personne. Puis on passe, puis ça donne beaucoup d'opportunités à des jeunes de parler à des personnes de diverses positions dans le monde politique. Plus, je pense que ça serait un concept qui serait quand même populaire, puis fun, un peu comme funky, on va dire, de faire. Ouais. Moi, je dirais, je pense que c'est pas vraiment une nouvelle idée, mais je trouve que l'idée classique de Take the Kids to Work Day, c'est une des meilleures affaires que les élus peuvent faire. C'est parce que ça permet aux jeunes de vraiment voir comme c'est quoi la machine du gouvernement, ça ressemble à quoi, puis comment ça fonctionne, puis c'est quoi le travail que les élus font. Alors, je pense pas que c'est vraiment un projet en tant que culturel, mais
je trouve que c'est quand même un projet qui va impliquer les jeunes à faire ça. L'aspect culturel, je peux pas vraiment en parler, mais ça me vient pas. Mais je pense que c'est vraiment comme incapable. Je me rappelle quand moi j'étais jeune, j'avais fait une visite au Parlement fédéral avec mon école primaire, je pense que c'était en 6e année. Puis en 5e année, on était allé voir l'Assemblée nationale à Québec. Puis c'était quand même quelque chose, comme, même si je comprenais pas très bien. Puis je me rappelle bien, l'Assemblée nationale était en session aussi, puis on était là en train de regarder. Puis moi, j'étais fortuné, il y a quelques mois, d'aller voir la Chambre des communes en action. C'était formé, puis j'ai vu nos députés, nos ministres en train de se débattre pour 2-3 heures, puis ils se criaient un après l'autre, puis un leader contre un leader, puis c'était le premier ministre Trudeau dans le temps. Mais c'était quand même quelque chose, puis j'étais capable de me rappeler aussi que quand j'étais jeune, j'étais capable de voir comment la politique marchait, puis ça a laissé comme un peu une empreinte sur moi, puis toutes ces années plus tard, peut-être une décennie ou quelque chose de quoi plus tard, j'étais capable de retourner dans la chambre de la politique de notre pays pour vraiment voir qu'est-ce qui arrive, puis je suis capable d'interagir avec, vu que je suis plus vieux, puis j'ai mes connaissances, etc. Mais c'était quand même, je me rappelle de ce moment marquant quand j'étais jeune pour le voir. Puis même, je me rappelle une soirée, on est allé à l'Hôtel Ville, à Montréal. Votre réaction, actually. Quand Effectivement. t'étais dans la chambre, la salle verte, là, puis t'as vu c'était quoi? C'était comme... Ouais. Wow! Comme Ouais. tu l'as trouvé tellement cool. Puis il y avait plein d'autres jeunes qui étaient plus jeunes que nous, puis ils ont eu la même réaction. Puis j'étais comme, c'est ça qui est important. Comme c'est, tu veux le voir, tu peux le voir en photo, parce que ça revient à l'art qu'on avait parlé, puis tout ça. Comme tu peux voir la Mona Lisa en photo, tu peux voir le David en photo, mais quand tu le vois en personne, it's real. Puis comme ça laisse un emprunt sur toi. Alors c'est la même affaire avec la politique. Comme on retourne au sujet que la politique, c'est la culture. Voir ces chambres-là, c'est une manière d'interagir avec notre culture aussi, parce que c'est notre histoire vivante, ces chambres-là. On crée de l'histoire-là, l'histoire a été créée dans ces chambres-là, puis on continue à le créer. So, être capable de le voir physiquement, puis être là, puis juste take it in, c'est quelque chose quand même comme important, puis ça crée comme un sentiment aussi d'une obligation envers la démocratie, puis toutes ces affaires-là, dans mon opinion, puis it's just so important. Alors, apporter des jeunes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes, à l'Hôtel Ville pour voir c'est quoi, c'est pas juste un field trip pour eux autres. Il va y avoir un effet à long terme qui va rester là pour comprendre c'est quoi l'importance de la politique. Puis c'est là qu'on fait du travail, mais c'est l'histoire en vivant. It's living history. Ces chambres-là, c'est toujours... C'était là, puis j'espère que ça va toujours être là. Moi, je dis Parliament Hill, c'est quelque chose d'impressionnant. Yeah. J'avoue, moi, j'ai visité en 5e année primaire, puis ça a laissé sa marque et j'ai dit, dans le futur, I'm gonna be there. Donc, Ouais, que même ça a laissé sa marque, j'avoue. même la Cour suprême, puis tout ça. Puis moi, j'en ai déjà visité, mais j'en ai déjà visité dans d'autres pays aussi, puis c'est comme... C'est quelque chose, même dans ces autres pays-là, de le voir, comme... Ces places sont très importantes, puis ils sont importants pour nous de se rappeler de leur importance. Alors, de l'introduire à un jeune âge, même si ils comprennent pas très bien, les jeunes, ou comme c'est jamais perdu sur eux. Comme d'une manière ou l'autre, ça va rester là avec eux toujours. So, c'est quand même tellement important. Alors, pour moi, ça serait take your kid to work day, parce que your kids, c'est les enfants de l'arrondissement. Wow. Mais moi aussi, ça serait plus peut-être... Je trouve des idées très excellentes. J'en prends même note de Darlene pour en faire une dans la vraie vie. Mais je dirais aussi, je m'inspire un peu du concept de speed dating mais en création culturelle. Donc, d'avoir des jeunes engagés qui ont une cause politique qui leur tienne à cœur, de rassembler des artistes multidisciplinaires, des peintres, des dessinateurs, des auteurs, des compositeurs de musique, des graffiteurs, si ça existe le mot, des différents médiums d'art, puis de les rassembler dans un contexte de speed dating, puis d'avoir une vision, le jeune a une vision de ce qu'il veut réaliser, puis l'artiste va essayer de voir est-ce que mon art ou ma forme d'art est celle qui peut correspondre le mieux à ce que toi tu veux représenter, puis à la fin, après avoir fait le choix, on présente
ces arts, cette forme d'art-là, ces objets, ces dessins, ces musiques, ces chansons, peu importe, mais d'avoir de mélanger, disons, le politique puis l'art, parce que la culture, la politique, on l'a répété plein de fois, c'est interrelié, puis de justement avoir à cœur de voir comment les différentes... c'est comme un événement qui serait très excellent pour des cégeps ou des universités qui sont spécialisées en art, parce que ça permet aux jeunes de voir c'est quoi le processus créatif qui est derrière tout ça. Ça permet aux jeunes de voir, OK, moi, je veux m'engager politiquement. Quelle forme d'art correspond le mieux à ce que moi, je veux décrire? Donc, par exemple, si c'est de la musique, ben, tu vas savoir que tu es une personne peut-être un peu plus rythmée. Tu peux en faire plusieurs interprétations, mais je trouve ça très intéressant de tout le temps lier la politique et la culture, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est relié. Puis autant le faire dans un... de donner une pleine liberté au processus créatif des artistes, puis de donner une idée aux jeunes, c'est quoi les métiers, c'est quoi l'engagement qui vient avec, c'est quoi le temps, l'espace, le matériel qui est nécessaire pour réaliser ces différents projets. Donc, ça serait un peu mon idée saugrenue, mais bon, voilà. Merci. Vous allez me poser la même question. Hein. Oui. Ouais, cette fois, j'avais anticipé. En tout cas. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Alors, j'ai aucune compétence là-dedans, mais je suis fascinée par les gens qui savent dessiner, les muralistes et autres. Donc, ça serait de créer une murale collective. Je trouverais ça le fun de comme dédier des lieux de rassemblement où tu peux dessiner sur les murs, profiter d'un bâtiment, puis avoir un espèce... Là, on a une maison des jeunes qui est vraiment haute. D'avoir un mur complet de cette maison des jeunes qui soit fait pour une murale collective. Il y en a une juste ici. Mais ça, ouais, c'est ça, j'en ai vu une, mais que là, ça soit avec des jeunes, d'avoir une forme de pédagogie, de dire, OK, mais c'est quoi le message qu'on veut faire passer, c'est quoi de la réalité. Souvent, il y a beaucoup de murales qui sont réalisées en réaction à un événement, en hommage, il y a beaucoup de... Mais là, que ça soit, OK, c'est quoi ce que vous vivez, votre arrondissement, votre lieu de vie actuellement, bah, on va l'exprimer sur un mur. Je sais pas comment je ferais ça. Moi, je ferais probablement un petit dessin tout moche dans un angle, mais je mettrais ma patte quand même. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des skills, il y aurait juste besoin d'exprimer quelque chose. Donc, ça serait ça qui me ferait triper, je pense. Alors, voilà l'épisode. Merci beaucoup. Merci pour votre merveilleuse écoute. Merci tout le monde. Merci pour votre future participation, par chance, dans les politiques, ou votre futur engagement, ou sans engagement, si c'est votre message. Prenez soin. Si je peux donner un petit dernier message, aie pas peur, don't be scared. La politique peut être intimidant, mais make yourself be heard, puis comme exprime-toi, c'est important. À la fin de la journée, c'est juste des adultes, puis ils vont t'écouter. Exactement. Puis t'as rien à perdre, t'as pas de carrière en jeu. Exactement. Donc, autant y aller full in. Puis des fois, ça va créer une carrière dans le futur. Exactement. On le voit avec nos députés. Alors, faites votre voix entendre. Ça vaut la peine. We want to hear everything. Merci d'avoir écouté ce balado, une réalisation de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville en collaboration avec Concertation Montréal.